Un jour d'été 1969, Washington, États-Unis, un homme, un pasteur, parviendra à rassembler plus d'un quart de million d'individus. Les ralliant ainsi à sa cause, cette lutte, afin d'octroyer aux Afro-Américains noirs les mêmes droits que ceux de leurs concitoyens blancs. Le droit à l'égalité, aux mêmes droits civiques. Un idéal social qui vaudrait pour tous. Fin de l'état de ségrégation dans les lieux publics, dans les campus, les entreprises. Mais mettre un terme définitif à l'interdiction des mariages mixtes. Pour rappel, près d'un siècle auparavant, un certain Abraham Lincoln, qui était encore que le 16e président des États-Unis d'Amérique, profondément opposé à l'esclavage en 1863, en souhaitera donc son abolition. Ce qui mènera dès lors à son assassinat. Il y a eu entre-temps la guerre de sécession, qui aura fait tant de pertes humaines, plus d'un demi-million, entre l'Union et les confédérés. L'Union, les nordistes, qui sont contre l'esclavagisme, au sud les confédérés, ceux qui sont pro-esclavagisme, qui ne veulent pas perdre leurs esclaves, leur main-d'œuvre, alors que le capitalisme, pour sa part, gangrène. Cette guerre qui aura fait tellement de morts qu'on pourrait la situer entre les guerres napoléoniennes et la Première Guerre mondiale. Cette guerre que l'on nommera la charnière technique, en raison des nombreuses innovations techniques qu'elle entraînera. Changement de cap. Je vous invite dès à présent en Russie à découvrir la cour du tsar Pierre le Grand, dit Pierre Ier. Pierre le Grand est le 4e souverain de la dynastie des Romanov. Ce sera un empereur qui régnera sans père. Et c'est à lui que l'on doit le positionnement de la Russie sur la carte du monde. Défraîchi tel que vous le voyez là, il a trouvé les terres de la Russie sans attrait particulier, sans fondement, ni fondation. Régnant désormais sur un pays à cheval entre l'Occident et l'Asie, il tournera son dévolu du côté de l'Occident, là où la noblesse, où les prouesses technologiques ne pouvaient qu'attiser sa curiosité. Fasciné de navires, de navigateurs, il souhaitera de lui-même reproduire des grands vaisseaux. Tout jeune, avant même qu'il soit régent, il alla à la rencontre de ces ouvriers néerlandais, suédois, habitant les faubourgs non loin de Moscou. Cela a des fins spécifiques. L'instruction, s'instruire de la composition de tels chefs-d'œuvre, de telles prouesses techniques. Rappelons que les Néerlandais, en cette même période, au XVIIIe siècle, ne manquaient pas de structures navales, 17 navires, de flottes de grands vaisseaux, aussi pour transporter de la marchandise. Voilà qui ne pouvait que fasciner notre tsarevitch, qui n'était alors là qu'un simple enfant. Il était si ébloui par la noblesse venue d'Occident que cela l'emmena à se travestir en un simple voyageur afin de passer incognito à travers différents pays d'Europe. Ceci en ayant toujours pour obsession la quête du savoir, des sciences. De tout temps, les Russes ont eu cette fâcheuse réputation de devoir les cataloguer comme étant un peuple rustre, manquant de finesse, de savoir-vivre. Pierre le Grand en décidera autrement. Tel un capitaine de navire décidera dès à présent les termes à suivre, les codes avec lesquels il faudra désormais composer. Pour commencer, lors de sa première venue à Paris, plus précisément à Versailles, le roi Soleil, Louis XIV, prétendra ne pas vouloir l'accueillir. Pour lui, le Russe est un homme barbare. Son peuple ne peut à ce moment-ci en être autrement. Ce sera donc un premier échec. Mais il ne se laissera pas démonter et réapparaîtra quelques années après. Il pourra même se permettre de soulever le dauphin Louis XV, qui n'avait qu'à ce moment-ci que 5 ans. Après avoir fait des éloges, le soulèvera, l'embrassera de partout, ce qui fera rire aux larmes le dauphin Louis XV. À ce moment-ci, notre tsar n'avait que pour ambition de lui donner sa fille, tout comme Versailles, cette ville qui n'existait pas encore et qui pourtant prendra tout son essor durant le règne de cet empereur aux abords de la mer Baltique. Saint-Pétersbourg, Pétrograd, d'où son nom, ses somptueux palais, tels que le palais d'hiver, autant raffiné à l'intérieur que de l'extérieur. Par ailleurs, nous devrons les rénovations de tous ces palais de Saint-Pétersbourg. La reine Catherine II, Catherine la Grande,
qui viendra que 2 générations après lui, près d'un demi-siècle. Faire les éloges du tsar Pierre le Grand est une très bonne chose, mais là n'est pas le centre du thème que je souhaite exposer. En 1703, alors âgé que de 7 ans, un jeune garçon africain du nom d'Abraham verra son destin tout tracé et celui-ci prendra un tournant à 180 degrés. Tandis qu'il circulait paisiblement le long du fleuve Logone-Berny, situé entre le Tchad et le Cameroun, voici qu'apparut un rat et lui se fait kidnapper. Sous les yeux de sa sœur, témoin de la scène de l'enlèvement, et qui tentera irrémédiablement de le secourir, mais en vain. Celle-ci périra noyée à même le fleuve. Ceci n'est autre que l'œuvre des Ottomans, des hommes de main du sultan Abdelkader. C'est ainsi que lui ainsi que d'autres enfants seront emmenés à Constantinople. Là, ils seront remis entre les mains de marchands d'esclaves pour y être ainsi vendus. Car son passage à Constantinople, dans la cour même où résidait le vizir, ne sera que de courte durée. Car à la suite de cela, il sera racheté par les Russes. Remis entre les mains riches acquéreurs russes, voici que lui ainsi que d'autres enfants esclaves prendront la direction de Moscou. Encore un périple interminable qui le mènera jusqu'aux provinces, traversant la Moldavie, l'Ukraine, finissant par aboutir à Moscou. Quelle fut la surprise de Pierre Ier lorsqu'on fit approcher le petit enfant noir? Il aima aussitôt, demanda à ce qu'on l'habille, qu'on lui fasse tailler un costume à boutons. À la suite de cela, il le fera baptiser, lui donnera même le nom de Petrov. Petrovitch, son propre nom, fera de cet enfant un enfant libre, en fera même son propre filleul, son favori. Abraham Petrov Petrovitch. Ne voilà pas qu'un petit nègre siège au plus près de notre Seigneur. Ceci n'étonna personne. Pierre le Grand ne souhaitait pas faire de lui son majordome, ni son serviteur, mais plutôt son secrétaire nocturne, de même que son confident. La nuit, lorsqu'une idée et une pensée le réveillaient en sursaut, il avait donc Abraham qui pouvait relever, prendre note de ses idées. Abraham n'était pas illettré. Il maîtrisait différentes langues. Il avait une propension pour la mémorisation, une facilité naturelle à retenir les choses. Dans la tête de Pierre le Grand, une chose paraissait sine qua non, l'instruction. Que les enfants de son peuple puissent dorénavant s'instruire. Ceci afin de relever le pays. Bien qu'il soit un grand réformateur, si ce n'est le plus grand, il aura su tourner le gouvernail et ainsi trouver le cap, menant tous les Russes vers une société des plus modernes. Oui, car dès son retour en Russie après l'exploration du grand monde, comprenez oui que l'élite, la noblesse russe, ses boyards, n'avaient d'autre choix que de se plier aux exigences de leur empereur. Bien que dominé par un système sociétal tendant plus du côté moyenâgeux que du côté de la Renaissance, Pierre le Grand souhaitait reformer tout cela. Pour cela, croyez-moi qu'il ne taillait pas dans la demi-mesure. La preuve en est, de retour de voyage en Europe, il demanda à ce que tous les Russes puissent porter dorénavant des culottes collantes, ce que l'on nommait jadis la ringrave, assortie de la jarrette qui tombait jusqu'aux genoux, ainsi qu'une tenue ajustée. Il ira même jusqu'à faire payer un impôt à quiconque souhaiterait porter la barbe. Pour vous dire combien cela lui tenait à cœur. De prime abord, les Russes ne voyaient pas forcément d'un bon œil cette vision ultérieure que de ressembler à la noblesse occidentale. Mais cela n'importait peu à notre tsar, qui, tel un visionnaire, tel un avant-gardiste, visait les générations à venir pour son peuple. Il n'avait absolument pas tort, car au XIXe siècle apparaîtra l'intelligentsia, désignant ainsi une certaine classe d'intellectuels dans l'Empire russe. Mais en son temps, cette noblesse réfractaire n'entend pas faire éduquer leurs nobles enfants. Son grand projet se heurtera donc à l'attitude conservatrice de ses élites, refusant d'envoyer sa jeunesse étudier sur les bancs de l'école. Mater cette noblesse russe deviendra donc son cheval de bataille. En quelques semaines seulement, Abraham et lui deviendront si proches qu'à 9 ans, il emmènera Abraham, qui l'accompagnera lors de ses campagnes militaires. C'est à la suite de cela qu'en ayant su déceler son appétence toute particulière pour les mathématiques ainsi que la géométrie, de même que les arts, à la suite de cela que le tsar décidera de l'envoyer étudier à l'étranger, plus précisément en France où il étudiera l'ingénierie militaire ainsi que civile.
C'est dès lors où il le confiera au duc du Maine, l'enfant illégitime du roi Soleil, qui ne trouvera de temps à lui accorder. Abraham, tout en étudiant, devra tenter de se débrouiller pour subvenir à ses besoins. De nombreuses lettres seront envoyées en direction de Moscou, mais le tsar ne pourra y répondre. Pris en plein tourbillon dynastique, son fils le Tsarevitch tentant de le renverser, ce qui lui coûtera d'être torturé jusqu'à la mort. Il ne pouvait alors prendre le temps de répondre aux doléances de son filleul. Dès lors, Abraham n'entend pas se laisser distraire par une telle pauvreté qui n'est autre que le résultat d'une situation passagère. Pour subvenir à ses besoins, il s'engage donc dans l'armée française, parvient à payer les professeurs pour lui enseigner de quoi payer le recrutement d'ingénieurs militaires. Et c'est ainsi qu'il intégrera la prestigieuse école d'artillerie de Metz. Il apprendra la théorie militaire de l'art des fortifications, lui qui était féru de croquis, de géométrie. Il excellera dans ce domaine à tel point qu'il en deviendra le Vauban russe, un génie de l'architecture militaire, un Vauban russe. Dès lors, il rentrera en Russie anobli de 2 brevets, celui du génie civil et du génie militaire. Après 6 ans d'études passées à Paris, passées en France, il rentrera en Russie et prendra désormais le nom de Hannibal, Abraham Hannibal. Tel était le nom du général carthaginois qui s'y défiait l'Empire romain sur ses terres. Ce général ayant traversé de Carthage en Tunisie, toute la Numidie, la Mauritanie anciennement, l'Algérie, le Maroc, tout ceci avec son armée hétéroclite, suivie par des éléphants. Il longea l'Espagne, remonta vers Narbonne, le sud de la France, traversa les Alpes transalpines, pour ensuite se rendre en Italie combattre l'Empire romain à domicile. Durant ce long séjour à Paris, en France, Hannibal aura pu côtoyer certains philosophes des Lumières, tels que Montesquieu, Voltaire. Il rentrera à Moscou avec le grade de capitaine de l'armée française. Tout d'abord lieutenant, puis major-colonel, puis général-major, puis lieutenant-général, pour enfin devenir général en chef. Ce qui faisait de lui le 3e homme le plus influent de la Russie. Ainsi, Hannibal deviendra le chef du corps de l'armée impériale russe. Il construira un canal, des forts, une forteresse. Deviendra un membre éminent de la cour impériale russe. Gravira ainsi tous les échelons de l'armée impériale. Abraham Hannibal avait immensément d'esprit, une prodigieuse facilité pour l'étude, une rare capacité pour les mathématiques. Il était également doué d'un caractère noble et élevé, ainsi qu'une incorruptible probité. Ce n'est que le 20 avril 1781, à l'âge de 85 ans, près d'un demi-siècle après la mort du tsar Pierre le Grand, qu'il s'éteignit. Une étoile continuera à briller encore durant plusieurs générations. 2 de ses fils deviendront par ailleurs des généraux presque aussi célèbres que lui. Sa petite fille Nadine se mariera à un certain dénommé Sergueï Pouchkine. Ceux-ci seront les parents d'un certain dénommé Alexandre Pouchkine, un poète et écrivain russe des plus éclairés, qui ne manquera pas de relayer son noble patrimoine génétique à la postérité.